Bien, bonsoir à tous. Je vous propose de démarrer dès maintenant cette soirée sur les Gilets jaunes, un an après. Alors peut-être que vous vous interrogez à savoir pourquoi la chaire économie des partenariats publics-privés organise une soirée sur les Gilets jaunes, sachant que d'un côté, la chaire travaille sur les partenariats publics-privés, donc sur la gestion des services publics et sur leur efficacité, et que de l'autre, les Gilets jaunes, alors je peux peut-être vous rappeler un petit peu ce que sont les Gilets jaunes pour ceux qui seraient restés enfermés dans une cave ces 12 derniers mois. Mais non, mais justement, tu sais pas ce que Oui, c'est. justement, on ne sait pas trop, mais on va essayer d'en parler un petit peu. Donc, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement de protestation non structuré, spontané, qui démarre en France en octobre 2018, pardon, donc, ça fait maintenant un an, un peu plus d'un an, qui se traduit par un blocage des routes, par les blocages des ronds-points, par des manifestations qui sont essentiellement mise en place dans la France rurale et périurbaine, mais aussi dans les grandes métropoles, et on l'a bien senti à Paris. Et si ce mouvement social trouve son origine dans la diffusion principalement sur les réseaux sociaux d'appels à manifester contre l'augmentation des prix du carburant initialement, très vite vous avez d'autres revendications qui vont apparaître et qui ne sont pas toujours très claires. Des revendications sociales, des revendications politiques, des revendications qui vont porter aussi sur les impôts et la qualité des services publics, alors pas forcément dans un sens toujours compatible. Moins d'impôts, plus de qualité des services publics. Et c'est là que finalement il y a un lien avec la chaire économie des partenariats publics-privés, parce que nous avions décidé il y a quelque temps, en février, n'est-ce pas, de lancer une enquête sur la qualité des services publics en France. Et dans le questionnaire qu'on avait préparé, et c'est Simon qui a géré cette enquête et cette étude, on s'est dit finalement on pourrait rajouter quelques questions sur les Gilets jaunes, sur qui fait partie des Gilets jaunes, qui les soutient, et pour voir notamment s'il n'y aurait pas un lien entre la qualité des services publics dans les grandes villes de France et puis ce mouvement et le soutien que ce mouvement peut recueillir. Et puis on s'est dit aussi que c'était une bonne façon d'avoir enfin de l'information sur qui ils sont. Parce qu'il n'y a pas tant d'études que ça, donc je pense que Simon va revenir un petit peu sur cette question. Et puis il faut bien être honnête, on s'est dit qu'on allait être un peu opportuniste et que ce serait un moyen de remplir la salle. On n'avait pas forcément bien anticipé que le mouvement des Gilets jaunes allait peut-être connaître un second souffle au travers des syndicats qui risquaient de reprendre un petit peu la contestation dans ce pays. On va justement en parler. Est-ce qu'on sera capable de faire une manifestation comme celle-ci dans un an? Les Gilets jaunes 2 ans après, c'est pas évident du tout que ça ait encore un sens. Donc ce que je vous propose, c'est que Simon présente la méthodologie et les résultats de cette étude, vous en avez un exemplaire, qui est finalement assez brève. Et ensuite, Philippe de Sertine, que vous connaissez tous, alors Simon qui est déjà, qui est enseignant-chercheur ici à l'IE de Paris, qui fait partie de la chaire économie des partenariats publics-privés, mais vous le connaissez aussi évidemment, et Philippe de Sertine, qui est professeur ici à l'IE de Paris, qui suit ces questions et qui aura forcément un avis éclairé sur les premiers résultats de cette enquête. Voilà ce qu'on vous propose ce soir. Donc Simon, je te laisse la parole. Et tu es obligé de prendre le micro. Oui, évidemment. Merci Stéphane, merci à tous d'être là, malgré effectivement ce climat social un peu tendu et cette difficulté à rejoindre l'IE, même si on est sur la ligne 14, donc en fait il n'y a pas trop de bonnes excuses pour ne pas être là. Alors, je vais vous présenter du coup cette étude qu'on a fait sur les Gilets jaunes, qui concerne les 10 plus grandes villes françaises. Alors je vais d'abord revenir sur la méthodologie de l'étude et sur la raison d'être de l'étude. J'ai des slides là, qui sont bien dodus, donc ne les regardez pas trop en fait. Concentrez-vous plutôt sur moi, c'est plus simple. Donc l'idée de l'étude, effectivement, c'est qu'on allait faire en fait un atlas de la satisfaction des services publics locaux, des services publics en France, mais en se concentrant sur les services publics locaux. Parce que nous, à la chaire économie des partenariats publics-privés, on travaille beaucoup sur les services publics locaux, qui sont généralement des services publics qu'on peut déléguer à des opérateurs privés. Donc l'idée de l'étude à l'origine, c'était de dire, bon, on va regarder en fait la satisfaction des usagers de différents services publics locaux, ça va des cantines aux crèches en passant par les transports publics, la gestion publique de l'eau, etc. Et on va en fait comparer les résultats de la satisfaction selon que le service soit géré directement par la municipalité ou délégué à un opérateur privé. Au détour de cette étude, effectivement, comme on réalisait l'étude dans le contexte du mouvement des Gilets jaunes, on s'est dit, bon, autant ajouter une question sur les Gilets jaunes, et en plus, on va récupérer de l'information, effectivement, de vrais répondants, une vraie quête de recherche.
qui vivent un peu partout en France, et on pourra par ailleurs caractériser le mouvement des Gilets jaunes. Et donc cette note qu'on vous a distribuée va revenir sur les caractéristiques des Gilets jaunes, en différenciant bien qui sont les soutiens des Gilets jaunes et qui participe au mouvement des Gilets jaunes. Donc qui soutient et qui participe directement au mouvement, c'est-à-dire qui arbore le gilet jaune. Alors, on a interrogé plus de 1000 Français, en fait 1600 exactement, mais on en a 1000 qui sont représentatifs, parce que vous savez que dans des enquêtes comme ça, on doit avoir un panel représentatif. Ils sont représentatifs en termes d'âge, en termes de catégories socio-professionnelles, de genre également. Et l'avantage de cette étude, c'est qu'on a 100 Français représentatifs dans chaque ville, représentatifs donc par ces différents critères démographiques. Mais du coup, on a dans chaque ville un panel en fait de Français représentatifs. Ça va être un peu différent d'autres études que je vais vous présenter, où on a des Français représentatifs de la France, mais pas forcément représentatifs des diversités territoriales. Là, on a 100 Français représentatifs dans chaque ville, sur les 10 plus grandes villes françaises, donc ça nous fait un panel global de 1000 répondants, ce qui correspond à peu près au nombre de répondants qu'on a dans des enquêtes de grands instituts de sondage. Le questionnaire a été administré par un cabinet spécialisé dans ce genre d'études au mois de février, enfin plus exactement entre le 15 février et le 22 mars 2019. Donc c'est une photo en fait du soutien ou de la participation au mouvement des Gilets jaunes à cette période. Attention, ça peut évoluer. Alors l'avantage, si on nous attaque sur la méthodologie, c'est de dire bon, c'est quand même réalisé 3 ou 4 mois après le début du mouvement. Donc a priori, le soutien qui tend un petit peu à diminuer. Bon, là, on a une photo quand même 3 ou 4 mois après, donc on n'est pas au pic du mouvement des Gilets jaunes. Même si on est évidemment dans cette année 2018-2019 qui a été marquée par le mouvement. Alors, on posait une question très simple, hein, soutenez-vous les Gilets jaunes? Il y avait 4 réponses possibles. Je suis Gilet jaune, je ne le suis pas mais je les soutiens, je ne soutiens pas les Gilets jaunes, et puis je ne me prononce pas. Donc, je vais vous présenter les résultats de ces différentes réponses. Alors d'abord, je vais placer l'étude dans le contexte des différentes études académiques qui ont été réalisées sur les Gilets jaunes. Alors il y a eu évidemment une couverture presse qui est énorme sur le sujet. Il y a des émissions de très bonne qualité sur France Culture, par exemple, Passer dans l'air, etc. Mais il y a très peu d'études de chercheurs, tout simplement parce que les chercheurs dégainent souvent un peu en retard. Et donc forcément, le temps qu'on puisse produire des connaissances, généralement, ça prend plusieurs années. C'est d'ailleurs Bourdieu qui disait ça, les chercheurs ont rarement leur place à la télé, donc à part Bourdieu en l'occurrence, parce que justement, nous, quand on arrive avec des résultats, c'est 10 ans après, et donc en fait, il n'y a plus rien à en tirer, ni pour les politiques, ni pour les médias, etc. Alors là, il y a quand même 3 autres études qui ont été réalisées sur les Gilets jaunes, qui sont, à mon avis, vraiment majeures et très intéressantes, mais qui ont des limites, et nous, on a essayé de répondre aussi à ces limites. Première étude qui est réalisée par des sociologues, donc c'est des sociologues partout en France, mais coordonnés autour de Sciences Po Bordeaux et autour de Magali Della Souda, qui est professeur à Sciences Po Bordeaux, a réalisé des questionnaires qu'ils ont distribués aux Gilets jaunes pour comprendre en fait qui sont les Gilets jaunes. Donc ils leur ont demandé des questions évidemment traditionnelles. Est-ce que vous êtes de quel CSP vous êtes, votre genre, est-ce que vous avez déjà participé à d'autres manifestations, est-ce que vous êtes syndiqué, etc. Et on se rend compte qu'on a plutôt des CSP-, donc CSP- au sens des employés, des ouvriers, des femmes, beaucoup de femmes. Donc c'est ça, ou alors plutôt une parité en fait, dans les Gilets jaunes, quasiment une parité homme-femme. Donc ça qui est assez nouveau pour ce type de mouvement. Et puis on a des primo-manifestants, des gens qui n'avaient jamais manifesté, qui ne sont pas syndiqués, etc. Et puis après, les sociologues leur posent des questions, donc des questions sur ce qui les intéresse, pourquoi ils vont participer au mouvement des Gilets jaunes. Et ils vont dire, enfin, la réponse qui ressort le plus souvent, c'est le pouvoir d'achat. Alors ils veulent en fait à la fois une augmentation du pouvoir d'achat, une baisse des impôts, plus de redistribution, et puis arrivent derrière en fait 2 choses qui nous intéressaient, la réforme institutionnelle, donc c'est marrant, hein, pour une fois on a un mouvement qui est engagé sur le changement d'institution, et puis les services publics locaux aussi, en disant on n'a pas accès à ces services publics. Alors, le problème de cette enquête, c'est qu'on ne s'intéresse qu'aux participants, on ne s'intéresse qu'aux Gilets jaunes et on ne les replace pas dans l'ensemble de la population. Ensuite, il y a une deuxième étude donc, réalisée par Yann Algan et d'autres co-auteurs, qui est centralisée à Sciences Po. C'est une étude qui mélange des économistes et des politistes. Là, ils ont une approche différente. Ils ont cette fois un panel représentatif de la France. Donc, ils interviewent à peu près 2000 répondants sur l'ensemble de la France. Et l'idée, c'est de placer les Gilets jaunes dans le spectre politique. Donc on se rend compte que les Gilets jaunes sont plutôt abstentionnistes, assez proches. Alors on retrouve aussi des gens qui ont voté
pour l'extrême droite ou pour l'extrême gauche aux élections de 2017. Pareil, hein, des employés, des ouvriers, en grande majorité, qui soutiennent le mouvement. Et puis là, on a du mal à les caractériser parce qu'effectivement, ils vont être plutôt à droite sur l'immigration, donc ils sont plutôt contre l'immigration, très à gauche sur la redistribution, hein, donc à peu près équivalent à ceux qui votent Mélenchon en 2017. Et par contre, ce qui va les rapprocher à la fois de l'extrême droite, de l'extrême gauche et des abstentionnistes, c'est qu'ils ont une confiance très faible dans le gouvernement. Grosse défiance envers le gouvernement, envers les institutions. Alors là, on a un autre problème dans cette enquête, c'est qu'il n'y a pas de différenciation entre la participation au mouvement et le soutien au mouvement. On s'intéresse que, en fait, au soutien des Gilets jaunes, mais on n'arrive pas à bien caractériser les participants aux Gilets jaunes à l'inverse de la première étude. Puis il y a une troisième étude, donc réalisée par des économistes, cette fois de Polytechnique, qui, cette fois, ne vont pas faire de questionnaire, mais vont agréger des données au niveau départemental sur la mobilisation physique. Donc ils vont regarder en fait la carte des ronds-points bloqués par les Gilets jaunes, la mobilisation en ligne, ils vont regarder les recherches Facebook par département en France pour essayer de capter cette mobilisation en ligne, puis ils vont regarder aussi le nombre de personnes inscrites dans les groupes Facebook de Gilets jaunes au niveau local. Donc là on voit qu'il y a une mobilisation très forte. Alors c'est intéressant parce que pour le coup ils couvrent toute la France avec une diversité de régions. On voit qu'il y a une mobilisation physique, donc un blocage de rond-point très fort, dans ce qu'on appelle la diagonale du vide. C'est l'expression d'Hervé Lebras, le démographe, qui dit voilà, on a une diagonale du vide qui va des Vosges à l'Aquitaine. Donc là, on va retrouver beaucoup de blocages par les Gilets jaunes. Et puis, on retrouve aussi beaucoup de blocages dans les périphéries, vis-à-vis du centre. Donc on va dans les villes directement, à Paris ou même au centre de Marseille, on ne va pas retrouver de blocage. Mais par contre, dans la périphérie de ces grandes villes, ou quelques dizaines de kilomètres de cette grande ville, on va retrouver des blocages. Et donc là, on retrouve la notion de périphérie, dont on a beaucoup entendu parler depuis plusieurs années, donc la périphérie contre le centre, etc. Là aussi, on a un problème, c'est qu'on a des données agrégées, on n'a pas de questionnaire. Donc des données non individuelles au niveau départemental, donc c'est très agrégé. Nous, on a essayé de répondre à ces trois différentes études en interrogeant donc, des personnes directement représentatives de la France et de ces métropoles, donc dans différentes régions de France, mais en plus en différenciant le soutien et la participation au mouvement des Gilets jaunes. Alors je vais juste vous montrer un graphique que vous avez dans la note, mais qui montre en fait pour différentes villes, donc pour ces 10 plus grandes villes en France que l'on étudie, la participation directe au mouvement des Gilets jaunes, qui est en jaune ici, hein, donc je suis Gilet jaune, on voit que ça varie beaucoup. Alors, on va retrouver en fait une participation élevée à Nice et à Marseille, où on a plus de 10% de la population qui se déclare comme étant gilet jaune. Et puis quand on regarde le soutien, donc qui est en vert, quand on regarde l'addition du jaune et du vert, donc du soutien et de la participation au gilet jaune, on voit qu'on a quand même quasiment une majorité dans toutes les villes du Sud en fait, de personnes qui soutiennent le mouvement ou qui participent au mouvement, et qu'on retrouve plus de 40% de la population de l'ensemble des grandes villes en fait, qui va soutenir ou participer au mouvement. Donc il y a quand même une adhésion assez forte au mouvement, hein, dans le soutien. Dans la participation directe, c'est évidemment plus bas, mais là on va retrouver effectivement une participation directe beaucoup plus forte dans les villes du Sud. Alors évidemment, comme on parlait de périphérie, de centre, de diagonale du vide, nous on a inventé aussi notre expression, c'est la Sun Belt de la contestation. Voilà, ça ressort aussi très bien dans les cartes des autres chercheurs, c'est que quand on regarde le sud de la France, on a un niveau de contestation, on a un niveau de participation au soutien aux Gilets jaunes qui est beaucoup plus élevé dans les villes plus au nord, mais pour nous on n'est pas très bon en géographie, donc le nord c'est à partir de Lyon. Voilà. Bon. Ce qu'on voit aussi sur ce graphique, c'est qu'on a beaucoup de répondants qui disent ne pas soutenir le mouvement. Donc là en rouge, si on regarde Nantes par exemple, ou Paris, on a des proportions plus grandes en fait, de répondants qui disent ne pas soutenir explicitement le mouvement que de personnes qui disent soutenir ou en faire partie. Et puis il y a évidemment beaucoup de gens qui ne se prononcent pas parce qu'ils n'arrivent pas à se... Enfin, ils n'ont pas vraiment d'avis en fait, sur leur place vis-à-vis du mouvement. Mais donc si on regarde notamment ceux qui ne soutiennent pas, il y en a quand même une part très importante. Ensuite, on s'est dit, bon, voilà, il y a une différence nord-sud, comment l'expliquer ? Plusieurs explications possibles. Première explication, c'est de dire, ça dépend de la catégorie socio-professionnelle. C'est vrai que ce qui va faire la différence entre Paris, par exemple, et d'autres grandes villes, d'autres métropoles de province, hein, donc, en dehors de autre que Paris, c'est
c'est la distribution des catégories socio-professionnelles. Alors, ça ne change pas tant que ça, mais ça change un petit peu, notamment sur le nombre d'employés. Puisque le gros du soutien ou de la participation aux Gilets jaunes, ce sont les employés et les ouvriers. On retrouve notamment des employés ou des professions intermédiaires en plus grande partie dans d'autres villes, dans d'autres grandes villes que dans Paris. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, et ça recoupe ce qu'on peut retrouver dans d'autres études, c'est que les employés, en majorité, en grande majorité même, soutiennent le mouvement, participent aussi au mouvement. Les ouvriers, eux, soutiennent aussi le mouvement et participent beaucoup au mouvement. On voit qu'on en a autant qui se déclarent gilets jaunes que soutenir simplement le mouvement. Les inactifs aussi, donc notamment les retraités. Et puis les artisans, commerçants et chefs d'entreprise, qui en fait représentent une partie aussi importante du contingent de gilets jaunes. Alors une première explication, c'était les différences de catégories socio-professionnelles, peut-être, entre villes, qui peuvent expliquer cette participation au mouvement ou ce soutien au mouvement. Mais c'est une explication qui est imparfaite. Autre explication qu'on va regarder, c'est évidemment le spectre politique. On va dire, bon, peut-être qu'on a des villes aussi où on a plus de votes pour l'extrême droite ou l'extrême gauche, plus d'abstention, et donc ça peut expliquer aussi la participation, le soutien au mouvement des Gilets jaunes. Donc là, on a un graphique qui vous montre le lien entre l'abstention. Alors l'abstention au sens large, là on a pris l'abstention à la fois, donc c'est aux élections présidentielles de 2017 au premier tour, à la fois l'abstention, mais aussi les votes nuls et les votes blancs. Donc comme ça, on a une espèce de mesure agrégée de l'abstention au sens large. On regarde le lien entre l'abstention, du coup, qui est en abscisse, et le soutien aux gilets jaunes, en pourcentage de la population en ordonnée, et on voit qu'il y a une relation positive. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est une corrélation, donc il y a un test statistique qui permet de voir la relation entre ces deux variables, et on se rend compte qu'il y a une corrélation très forte, une corrélation de 0,9 entre l'abstention au sens large et le soutien au mouvement des gilets jaunes. On voit que c'est très régulier. Cette droite aussi qui nous donne la tendance permet de dire, voilà, on va retrouver des villes où on a finalement même un niveau de soutien aux gilets jaunes qui est même beaucoup plus important que ce qu'on attendait. Ces villes, c'est Nice, Montpellier et Bordeaux, qui sont au-dessus de la droite. Là, on a quelque chose de beaucoup plus important que ce qu'on peut attendre en regardant le niveau d'abstention. Donc, encore une fois, des villes du Sud. Pareil, si on regarde le lien entre abstention et participation directe au mouvement des Gilets jaunes. Au-dessus de la droite, donc on voit qu'on a une relation positive, mais en plus, au-dessus de la droite, on va retrouver que des villes du Sud, Nice, Marseille, Bordeaux, Montpellier, où on va retrouver un niveau de participation au mouvement des Gilets jaunes qui est plus fort que ce qu'on pourrait attendre en faisant une simple relation entre ces deux variables. Donc, Gilets jaunes, très reliés à l'abstention, au sens large, donc à des gens qui s'abstiennent, vote blanc, vote nul, et donc qui finalement ne se reconnaissent pas dans les différents candidats qui se présentent aux élections présidentielles. Ensuite, si on regarde le lien entre extrême droite et gilets jaunes, là aussi, je vous mets les deux graphiques sur le même plan, parce que la corrélation est un peu moins forte quand on regarde. C'est surtout l'abstention qui semble déterminer le fait d'être gilet jaune, ou de soutenir. Mais quand on regarde par exemple l'impact de l'extrême droite, on voit une relation qui est aussi positive. Donc même très positive. Et pareil, souvent au-dessus de la droite, on va retrouver des villes, à part sur le graphique 7, mais sur le graphique, en gros, on va retrouver des villes du Sud qui sont au-dessus de la droite. C'est-à-dire, c'est dans ces villes aussi, on va retrouver plus de soutien, plus de participation au mouvement des Gilets jaunes que ce que l'on peut attendre de la simple relation entre les deux variables. Et puis quand on va regarder l'extrême gauche, là, on a un peu une surprise. Parce que quand on voit les autres études, on se rend compte que les gilets jaunes sont souvent un mélange d'abstentionnistes, d'extrême droite, d'extrême gauche, qui ont des revendications qui sont assez proches de l'extrême droite, assez proches de l'extrême gauche sur certains points, et que par ailleurs, ils vont se retrouver dans les abstentionnistes en ne retrouvant pas en fait un candidat qui peut les représenter. Là, quand on va lier à l'extrême gauche, alors c'est sûrement lié aussi au fait qu'on regarde que 10 grandes villes, on va retrouver une relation beaucoup plus plate et positive sur le soutien. C'est le graphique qui est à gauche pour vous. Et sur le graphique à droite, là, on va avoir une relation même négative, donc très surprenante. C'est-à-dire que, a priori, plus on vote à l'extrême gauche, et moins, en fait, on va participer au mouvement des Gilets jaunes. Donc là, c'est une surprise qui peut s'expliquer par le fait qu'on regarde évidemment que 10 villes, qu'on n'a pas demandé directement aux individus ce qu'ils avaient voté. On regarde des scores moyens par ville. Mais ça peut aussi s'expliquer tout simplement par le fait qu'en 2017, beaucoup d'électeurs qui votaient Mélenchon, par exemple, le faisaient parce qu'en fait, ils auraient voté PS d'habitude, et ils n'ont pas voté pour Hamon, ils ont plutôt voté pour Mélenchon pour appuyer une idée de gauche. Donc ça peut ressortir.
ça peut ressortir aussi comme ça, comme résultat. Mais c'est de l'interprétation, évidemment, en dehors de tout ce qu'on peut voir. Alors, pour résumer, en fait, on voit que donc, l'abstention extrême gauche, le vote extrême gauche, le vote extrême droite, sont reliés au fait de soutenir, hein, pas forcément de participer, mais de soutenir au mouvement des Gilets jaunes. Et puis, on se rend compte effectivement que les villes du Sud soutiennent plus le mouvement que ce qu'on pourrait attendre ou que ce qu'on pourrait imaginer, compte tenu même du vote moyen qu'on peut observer dans ces villes ou des catégories socio-professionnelles qu'on observe dans ces villes. Alors là, il y a une petite surprise, mais c'est peut-être la distance finalement à Paris qui peut expliquer ça aussi. La distance à Paris ou l'étendue de ces villes. Mais la distance à Paris fait qu'il y a aussi une distance aussi aux institutions et au pouvoir centralisé qui peut expliquer une plus forte contestation. Alors ensuite, sur les conséquences, on s'est dit, on va regarder, parce que c'est quand même une étude sur les services publics, on va regarder si le fait d'être gilet jaune ou de soutenir les gilets jaunes a un impact positif ou négatif sur la satisfaction des services publics. Puis on va regarder aussi d'autres indicateurs de mobilisation aussi bien physique que mobilisation en ligne. Alors là, on a un graphique qui montre pour les différentes villes les villes qui soutiennent le plus les gilets jaunes, les villes qui soutiennent moins les gilets jaunes que la moyenne. Donc en bleu, c'est le soutien aux gilets jaunes. Quand ça va vers la droite, pour vous, c'est qu'on soutient plus que la moyenne. Quand ça va vers la gauche, par rapport au zéro, c'est qu'on soutient moins que la moyenne. Donc Paris est la ville qui soutient le moins les gilets jaunes. Marseille est la ville qui soutient le plus les gilets jaunes par rapport à la moyenne de l'échantillon. Et puis on voit la satisfaction des services publics qui est en rouge. Même principe, quand ça va sur la droite, c'est que c'est supérieur à la moyenne, vers la gauche, inférieur à la moyenne. Donc là, on voit qu'on a deux cas un peu particuliers. On a Marseille, où il y a une satisfaction très faible des usagers des services publics locaux et un soutien fort au mouvement des Gilets jaunes. Et puis on a Paris, où on n'a pas de soutien au mouvement des Gilets jaunes, mais on n'est pas très satisfait non plus des services publics locaux. Donc deux cas un peu extrêmes. Quand vous interrogez les élus locaux, ils vous disent « oui, mais les Parisiens ne sont jamais contents, donc il faut regarder ça. Oui, mais à Marseille, c'est particulier, etc. » Bon, il y a des contextes évidemment locaux qu'il faut prendre en compte, mais on a deux cas vraiment extrêmes qui sont Marseille et Paris. Et puis on a les villes où tout va bien, donc tout va bien entre guillemets, hein. Lyon, Strasbourg, Nantes, mais encore une fois qui sont dans notre typologie des villes du Nord, où là on va retrouver une satisfaction positive sur les services publics. Donc les usagers sont plutôt contents de leurs services publics locaux, et derrière un soutien aux Gilets jaunes qui est plus faible que ce qu'on peut observer dans d'autres villes. Et puis des villes, sinon ce qu'on va... Donc intermédiaires, donc Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice, Montpellier, où là on va retrouver à la fois du soutien ou pas aux Gilets jaunes, mais aussi une satisfaction qui est autour de la moyenne pour les services publics locaux. Donc il n'y a pas vraiment de relation, en fait, si on retire, notamment si on retire Marseille, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de relation entre le soutien aux Gilets jaunes et la satisfaction vis-à-vis des services publics locaux. Donc ça, c'est un peu inattendu, parce que nous, quand on a fait le questionnaire sur les Gilets jaunes, on se disait, a priori, quand on soutient ou quand on participe directement au mouvement des Gilets jaunes, on doit être assez mécontent de ces services publics locaux, notamment du service public des transports publics, des transports. En fait, c'est pas du tout le cas, ça ressort assez peu, c'est un impact négatif, mais la corrélation est assez faible. Ensuite, on s'est dit, on va regarder différents types de mobilisation. Peut-être que quand on a une plus grande participation au mouvement des Gilets jaunes, on a aussi une plus grande mobilisation physique. Donc, mobilisation physique, pour nous, c'est le blocage des ronds-points. Et puis on se dit aussi que ça peut avoir un plus fort impact sur la mobilisation en ligne. Et la mobilisation en ligne, on a additionné, comme le font les autres chercheurs de Polytechnique, le nombre de membres des groupes Facebook rapportés à la population. Et là, on voit alors qu'on a des relations positives, mais qui sont beaucoup, beaucoup moins fortes que ce qu'on pouvait avoir avant. En fait, si vous regardez l'impact de la participation au mouvement des Gilets jaunes sur les blocages physiques, l'impact est positif, mais il n'est pas très significatif. Pas une grosse corrélation entre ces deux variables. Alors ça veut dire qu'on a des cas particuliers. On a Paris où il n'y a pas de blocage, mais en même temps il y a toutes les manifestations qui se passent, et assez peu de soutien aux Gilets jaunes. On a d'autres cas comme Marseille où on va avoir beaucoup plus de blocage, ou Nantes et Bordeaux. C'est lié probablement aussi à l'étendue de la métropole, et à l'inverse, donc des parts de Gilets jaunes plus ou moins importantes. Donc on a du mal vraiment là, à prédire la mobilisation physique à partir de l'adhésion finalement de la population au mouvement des Gilets jaunes. Pareil, si on regarde la mobilisation sur Facebook, donc là on a une relation qui est encore moins claire. On voit qu'on a des villes comme Toulouse finalement, donc qui était quand même
il y a un bon soutien aux Gilets jaunes, mais qui va surmobiliser les gens sur les réseaux sociaux. On va voir que le groupe Gilets jaunes Toulouse, les différents groupes de Gilets jaunes pour Toulouse vont cumuler énormément d'adhérents. Montpellier aussi, Bordeaux aussi. Mais par contre, Marseille et Nice, qui sont les deux villes où on a le plus fort soutien et la plus forte participation au mouvement des Gilets jaunes, vont avoir finalement assez peu d'adhérents à rapporter à la population. Voilà, donc on a du mal finalement à prédire ce qui peut se passer en termes de mobilisation en ligne. Est-ce que les groupes, est-ce que la mobilisation va continuer en ligne, etc., à partir de la participation au mouvement au niveau local. On a du mal aussi à prédire ce qui peut se passer en termes de blocage. Par contre, on arrive à assez bien expliquer le mouvement et qui sont les Gilets jaunes et leur soutien. Voilà, peut-être pour cette première présentation, et on pourra revenir après sur d'autres éléments. Merci beaucoup, Simon. Écoute, je vais te laisser la parole, Philippe, pour que tu réagisses. Une réaction très rapide, moi, ce que je retiens de ta présentation, Simon, et je ne sais pas si on sera d'accord sur ça, mais d'un côté, il y a quelque part une confirmation, c'est-à-dire qu'on a l'impression quand même que les Gilets jaunes sont ceux qui se détachent de la politique, ou qui s'y intéressent plus, qui considèrent qu'ils sont un peu laissés pour compte et qui donc s'abstiennent aux élections, voire votent extrême droite. Donc voilà. Et puis il y a une surprise qui est qu'effectivement, dans ce que tu as dit, effectivement, il n'y a pas l'air d'y avoir de grosses corrélations entre les sympathisants d'extrême gauche et la participation et le soutien aux Gilets jaunes, alors qu'on s'attendait peut-être intuitivement à une plus grande corrélation. Mais je suis sûr que Philippe a d'autres remarques et d'autres pensées par rapport à l'étude et ce qu'on devrait faire par la suite. Est-ce qu'on devrait continuer ou pas sur ce sujet? Alors, donc là, vraiment, je suis avec le rôle du candide, mais je pense qu'après, on demandera aussi éventuellement à la salle de réagir. Mais donc, évidemment, là, tout de suite, moi, l'interrogation que j'avais, c'était la question des territoires. Oui. C'est-à-dire, dans le mouvement des Gilets jaunes, et notamment dans son déclenchement, je dirais, par rapport à ce qui a été étudié du point de vue du ministère de l'Intérieur, la question de la taxe sur le gasoil, la question des 80 km/h, et notamment impactant justement tous ceux qui ne sont pas dans les villes, tous ceux qui ne sont pas dans les villes parce qu'ils sont dans les campagnes, ou parce qu'ils ont été rejetés des villes, c'est-à-dire qui habitent loin, parce que, notamment évidemment, les villes du sud que vous évoquez sont des villes dans lesquelles aussi on a un prix d'immobilier élevé, donc qui oblige les gens à habiter loin, donc qui va entraîner cet aspect-là. Là, je me posais la question si, ce qui est plus compliqué peut-être évidemment, par rapport aux corrélations que vous avez faites, si on ne pourrait pas aussi avoir un complément de cette image qui est vraiment intéressant. Je crois que c'est comme tu le disais, Simon, tout à l'heure, c'est quelque chose dont on a besoin, parce que là, je vais y revenir après, c'est quelque chose qu'on ne présente pas bien. Mais je pense que cette question aussi est une question complémentaire intéressante. Et je pense aussi, d'ailleurs, par rapport à cela, qu'on peut avoir une catégorie qui a été très importante dans le déclenchement du mouvement, toujours pareil par rapport aux enquêtes du ministère de l'Intérieur, qui est aussi la catégorie des retraités, oui. C'est-à-dire des seniors, donc qui a été probablement aussi touché, donc aussi, on va dire, qui rend plus complexe, mais qui peut, alors que les résultats que vous obtenez sont déjà des résultats très intéressants par rapport aux villes, mais je pense que le panorama, alors je ne sais pas si tu veux tout de suite réagir ou pas par rapport à cette question du territoire, et notamment évidemment de la question du service public dans les territoires, et des personnes qui sont repoussés hors des villes et qui donc évidemment ont aussi un déficit de services publics, en disant à chaque fois, en fait, les réactions des gouvernements, des élites sont des réactions qui n'intègrent pas du tout le fait que nous soyons justement en dehors de ces aspects-là. Donc vraiment question peut-être par rapport au complément, ou je ne sais pas si tu veux... Bien sûr. Merci beaucoup. Et effectivement, l'usage, on va dire, de la voiture, le prix du gasoil, la limitation à 80 km/h et la proximité plutôt à des routes qui ont été limitées à 80 km/h sont pointées du doigt dans des études un peu plus macro, donc celles notamment au niveau des départements, comme étant des variables qui peuvent expliquer en tout cas le nombre de blocages ou la mobilisation en ligne. C'est vrai que nous, c'est le volet manquant de l'étude, mais quand on fait... Alors, c'était un peu ça le problème, c'est que soit on fait une étude donc, sur toute la France, et donc là on peut avoir un échantillon de citoyens représentatifs, dont certains vivent dans des zones rurales ou périurbaines, soit effectivement on devait se concentrer, si on devait se concentrer au niveau très local, ça devient très difficile en fait d'avoir des répondants de zones rurales ou urbaines. En fait on était obligé du coup nous en étant au niveau local, d'aller sur les grandes villes, qui ne sont pas forcément effectivement l'épicentre du mouvement des Gilets jaunes, en tout cas comme on le pense,
Mais derrière, ça nous montrait quand même qu'il y avait un soutien fort en fait, dans les grandes villes où on retrouvait effectivement des personnes qui naturellement, en fait, on n'imaginerait pas participer directement au mouvement des Gilets jaunes, mais y compris chez les cadres, en fait, hein, il y a un soutien assez fort. Donc ça, c'est vrai que c'est deux variables qu'on n'a pas pu prendre en compte dans cette étude. Maintenant, si on devait étendre l'étude, effectivement, il faudrait qu'on aille sur du périurbain, notamment autour de ces grandes villes, peut-être même dans des villes intermédiaires autour de ces grandes villes, pour pouvoir comparer les résultats. Mais effectivement, c'est sûr qu'on a probablement un soutien encore plus fort en fait, en dehors de ces grandes villes, même si déjà le soutien est fort. En fait. Là, ça nous donne en fait le niveau, le degré le plus bas en fait, de soutien qu'on peut avoir au mouvement, en tout cas à cette époque. Et effectivement, en allant sur d'autres villes, on aurait probablement d'autres choses qui sortent. Donc toujours pareil, enfin les remarques liminaires un tout petit peu, mais effectivement par rapport à tout ce qu'on dit là, la question là aussi qui nous ramène vers les questions économiques, mais du coût du logement, du type d'habitat social disponible ou pas, à mon avis, sont des questions qui seraient probablement intéressantes, toujours pareil par rapport à une sensibilité forte, on va dire, les problématiques de pauvreté et de pouvoir d'achat. En France notamment, sont quand même très très corrélés à la question du coût de l'habitat, le coût du logement en général, et je dirais ce qui se retrouve aussi dans le démarrage du logement, c'est-à-dire le fait d'avoir du mouvement, d'avoir un logement loin de son lieu de travail, donc qui rend particulièrement sensible au problème du prix évidemment et du coût que représente le mouvement vers le travail tous les jours et le retour, et aussi la sensibilité à la qualité des services publics, en particulier des services publics de transport, qui me semble être quelque chose probablement d'intéressant à creuser. Alors, si hormis ces questions, à mon avis, qui sont toutes très intéressantes, bon, il se trouve, moi, que j'ai été, je ne dirais pas coincé, parce que c'était volontaire, hein, mais par des gros mouvements de gilets jaunes dans Paris, et que du coup, ils m'ont interviewé pendant des heures, et donc le truc était un peu viral à un moment donné, puis ils ont retiré, parce que c'est vrai que justement, ce qui m'avait beaucoup frappé en allant vers les gens, et en discutant pendant 1 heure, 2 heures, répondant à leurs questions, en tout cas réfléchissant avec eux, c'est de toute façon ce qui est très très frappant, et pour ça que c'est tellement intéressant, et que quand tu m'as dit on fait cette soirée, moi ça me semblait tout à fait important que, comme tu disais, que nous, universitaires, on puisse être en apportant des réponses immédiates et pas nécessairement des réponses d'historiens dans 30 ans. Hein. Donc ce qui est très frappant, c'est la diversité des gens que tu as en face de toi, quand avec les mouvements gilets jaunes. Donc ce qui a fait leur force, c'est qu'au fond, ils peuvent être revendiqués par plein de gens. Il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier à tel ou tel élément. Donc, à mon avis, il y avait cet aspect très fort, je dirais, sur le mouvement et la façon dont il a évolué. Il y a un deuxième point, à mon sens, qui a été très important aussi, et peut-être qui explique, enfin, ou en tout cas, et votre surprise sur le lien avec l'ultra-gauche. Alors que le lien avec l'ultra-droite, moi vraiment, quand j'ai été au milieu de ces gens, c'était une évidence. C'est vraiment, on a tout d'un coup une manifestation des gens qui votent pour le Front National. Et c'est vrai que souvent, on a des études sociologiques qui ont été faites en France depuis des années sur la question du vote au Front National, qui sont toujours des études compliquées. On ne sait pas qui vote vraiment, les gens peuvent-ils le dire vraiment, etc. Donc on a beaucoup de biais. Puis là, vous avez vraiment des échantillons avec vraiment des gens qui très clairement portaient des thèses de l'extrême droite, aussi bien d'ailleurs sur les questions de déclassement que sur les questions, que sur, on va dire, des problématiques beaucoup plus caractéristiques, ou en tout cas, je ne sais pas, je cherche le terme pour rester scientifique, enfin, pour pas dire inquiétantes ou des choses comme ça, mais enfin, vraiment pour justement raconter, hein, quand je pense sur les vidéos, c'est pour ça que je pense que ça a été un peu coupé, quand j'étais arrivé, il y avait donc plusieurs personnes qui interrogeaient. La première personne me dit vous êtes juif ou franc-maçon? C'est-à-dire, ça a commencé comme ça, quoi. Donc, non, citoyen, vous êtes juif ou franc-maçon? En disant, il y avait cette question vraiment des choses qu'on retrouve très très profondément dans les approches extrême droite. Hein. Donc ça a commencé comme ça. Il pouvait y avoir des choses donc, que l'on sentait très clairement à l'intérieur du mouvement.
je pense par rapport à la question de l'extrême gauche, pour revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a eu dans le mouvement Gilets jaunes un tournant, à mon avis, très important, qui a été l'apparition de la violence dans les manifestations. Et cette apparition de la violence, avec évidemment les épisodes ultra spectaculaires à Paris, qu'on a vu aussi d'ailleurs dans des villes que je connais bien, notamment Bordeaux, au moment d'ailleurs où Alain Juppé était maire de Bordeaux, c'est beaucoup plus atténué après. Donc des apparitions de violences très très spectaculaires, qui ont d'ailleurs été très très relayées et par les médias. La question médiatique est importante là aussi, hein, la façon dont la sphère médiatique, en particulier les chaînes d'information continue, qui ont fait des scores absolument incroyables pendant cette période, hein, notamment BFM, a pulvérisé ses scores d'audience et interpellé toutes les chaînes d'information continue. Quand vous avez plus d'1 million de personnes pendant toute la journée, c'est le rêve pour une chaîne d'information continue qui plafonne à 200 000 pratiquement. Donc ça a été aussi quelque chose de très important, la résonance médiatique. Et donc la violence, évidemment, a occasionné ça. Et moi, j'ai été très frappé, donc ce qui va m'amener vers un autre commentaire, de voir là justement un certain nombre d'éléments de référence qu'on connaissait depuis longtemps, mais qui tout d'un coup apparaissent dans la société française, c'est-à-dire en particulier donc le livre, un livre fondateur que tous les gens qui travaillent sur la question de violence connaissent, hein, qui s'appelle L'insurrection qui vient, qui a été publié en 2007 par le premier comité invisible. Il y a eu plusieurs comités invisibles qui ont publié, il y a eu après je dirais plusieurs mouvements importants en France qu'on n'a probablement pas suffisamment vu arriver, et je vais y venir. Donc la première publication c'est 2007, mais par exemple les inculpés de Tarnac, hein, qui se relient à aujourd'hui, puisque ça a été toutes les coupures de caténaires qui avaient été faites le 11 novembre 2009, là interviennent après le début de la crise économique et financière. On va avoir une intensification. Donc là, on a vraiment toute une littérature donc, qui a été plutôt rattachée effectivement au mouvement anarchiste et extrême gauche, enfin à la gauche de l'extrême gauche même, hein, mais qui est un mouvement très important et très structuré. Hein, où il y a eu donc beaucoup de manifestations dans l'intelligentsia française, je pense notamment au Festival d'Avignon en 2012, etc., où vous avez eu beaucoup de relais. Et ce qui est très très frappant, quand vous reprenez, si on relit L'insurrection qui vient, hein, donc, qui est un livre qui au début a connu un tout petit succès, mais qui ensuite s'est énormément vendu, a été énormément traduit, c'est de voir à quel point on a un recoupement très très fort avec la façon dont a évolué le mouvement Gilets jaunes en France. Et d'ailleurs, les représentants des Gilets jaunes ont reconnu l'intérêt, on va dire, d'avoir eu la chambre d'écho qui a représenté la violence, et une violence organisée, et une violence très clairement réfléchie dans la manière dont elle allait utiliser le relais de la sphère médiatique. Donc tout ça, absolument passionnant. Quand on relit tous ces écrits multiples, donc il y a eu plusieurs livres issus des comités invisibles, avec les éditeurs, donc quelqu'un effectivement qui s'appelle Julien Couplard, hein, qui a été considéré comme peut-être le premier auteur de L'insurrection qui vient, en tout cas lui qui a été inculpé dans les inculpés de Tarmac, et vraiment qu'on a retrouvé, je pense qu'on a vraiment des liens très très forts là avec la manière dont a été géré le mouvement des Gilets jaunes sur le terrain. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que moi je crois que quand on lit ça, moi quand j'avais lu, donc il se trouve que j'avais lu L'insurrection qui vient quand elle avait été publiée, et que ça m'avait beaucoup frappé quand commence la grande crise de 2008-2009, enfin 2007 d'ailleurs, pour moi elle commence en 2007 d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'avais écrit un premier livre en disant ceci n'est pas une crise, juste la fin d'un monde. Et mon deuxième livre, ça avait été Le monde s'en va en guerre. Parce qu'il me semblait vraiment très très troublant de voir une crise qui ressemblait énormément par beaucoup de points à la crise de 29, avec donc une remise en cause très profonde des élites qui venaient avec une crise économique. C'est-à-dire le dysfonctionnement économique très profond comme le révèle une crise, hein, donc celle de 2008 comme celle de 29, sont des crises qui ont des conséquences très très lourdes d'un point de vue politique. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué que ce livre apparaisse à ce moment-là, qu'il soit énormément vendu, et qui est très clairement un mouvement autour de ce livre, en disant, donc il y a non seulement les problématiques d'une société moderne, avec tout ce qu'on peut connaître comme problème, mais là, un dysfonctionnement majeur, qui peut justifier une remise en question profonde du système total.
hein, et donc là qui se retrouve par rapport à ce qu'on évoquait là. C'est pour ça que je pense, moi vraiment, ça m'a intéressé beaucoup le mouvement des Gilets jaunes pour aller, enfin quand j'ai intéressé, surtout bien sûr d'un point de vue scientifique, hein, par rapport à nos travaux et à ce qu'on peut regarder, en disant, évidemment, le mouvement le plus proche, c'est le mouvement, à mon avis, Cinque Stelle en Italie. Même si Cinque Stelle avait un côté beaucoup plus ancré sur l'ultra-gauche, mais néanmoins ratissé large, et surtout d'ailleurs a en fait eu le lien fort avec l'ultra-droite, avec le lien avec la Ligue. C'est-à-dire le fait que la Ligue et le Cinque Stelle se retrouvent, il y avait très clairement quand même quelque chose d'assez comparable. Puis vous avez la même type de remise en cause des élites un peu partout. Je pense effectivement que la question du Brexit, du vote du Brexit était quelque chose qui peut s'y rattacher. La question du vote de Trump peut vraiment très clairement avoir aussi des liens. C'est-à-dire toute la terminologie utilisée, je dirais, à l'occasion de ces, évidemment, intéressant à regarder aussi, évidemment, Alternative für Deutschland, dont on voit aussi, je dirais, une reprise du type de langage, des approches de langage, par rapport à ce mouvement qu'on a connu en France. Je pense qu'on peut vraiment considérer que là, ce sont des choses qu'on voit qui animent très très profondément les sociétés démocratiques occidentales, et que ce sont des signaux faibles qu'on avait depuis longtemps. Hein. Évidemment, les votes des extrêmes qui montaient ont été probablement beaucoup trop considérés comme étant finalement des choses qui concernaient une partie relativement réduite de la population, mais finalement n'aurait jamais de conséquences. La question de la crise a complètement modifié, bouleversé la donne, et je dirais, bon, les réflexions qu'on pouvait avoir autour des remises en cause du système, avec notamment la littérature que j'évoquais tout à l'heure, tout d'un coup donnent des éléments concrets et surtout des éléments, entre guillemets, rationnels dans le mode de fonctionnement et dans le mode d'approche. Avec derrière cette question médiatique, quand j'avais été interviewé sur la place de la Concorde sous la pluie pendant 2 heures, c'était quand même avec du matériel de type caméra et prise de son, bien meilleur même que ceux qu'on a aujourd'hui, qui sont pourtant très bons, c'est-à-dire vraiment du matériel de professionnel. C'est-à-dire là, on était avec, je dirais très clairement aussi, des organisations extrêmement fortes. Donc là, les problématiques globales Gilets jaunes, évidemment par rapport à votre problématique, vous, sur la question des services publics, peut sembler beaucoup plus large et peut-être effectivement diluant un petit peu ce que vous dites, mais néanmoins, à mon avis, se recoupant de manière très importante avec le sujet d'étude de la chaire, qui est, on va dire, la légitimité du service public, ou la légitimité aussi d'ailleurs du paiement de l'impôt. Enfin, l'idée de dire la question de l'État et la perception de la chose publique par les citoyens est quelque chose d'absolument capital dans les moments de crise, et notamment quand on a eu un terreau qui était un terreau fondamentalement on va dire, de déception, voire même de situations de plus en plus dramatiques, compliquées par des populations de plus en plus larges, avec des déclassements très profonds. Donc tout ça, effectivement, combiné, peut aboutir à cette situation pré-insurrectionnelle. On sait maintenant que, je dirais d'ailleurs de ce point de vue, à mon avis, le pouvoir politique français a été incroyablement transparent dans sa reconnaissance du fait que certains moments de l'insurrection des Gilets jaunes ont conduit à penser vraiment qu'on allait sur une insurrection totale avec remise en cause du pouvoir politique français. Donc on sait maintenant, puisqu'on a eu des documentaires là-dessus, en disant qu'on avait pensé à la démission du président de la République, etc. Enfin, tout un tas de choses quand même assez incroyables. Mais finalement, quand on recoupe tout ça, on voit quand même là, effectivement, d'une part des vraies réflexions qui ont été menées, des terrains extrêmement favorables et des populations très multiples et très diverses qui, tout ça combiné, conduit à cette espèce de montée en puissance dont à un moment donné on s'est demandé jusqu'où elle pouvait aller. Je crois justement par rapport à ce qu'on disait, puisque on contextualise par rapport je dirais, au moment où nous sommes, je crois que le fait que nous soyons un jour de grève générale mobilisation des syndicats n'a rien à voir. D'ailleurs, on voit très bien
que la présence de gilets jaunes est en fait extrêmement faible par rapport à ces manifestations qui sont au contraire très très encadrées. On n'est absolument pas dans les logiques insurrectionnelles ou dans les logiques, je dirais, de théorie de la manière dont on envisage une déstabilisation du pouvoir. Mais pas du tout là-dedans, là, aujourd'hui. Et on voit très très bien la différence entre les mouvements, à mon avis, qui sont, je dirais, des mouvements, là, effectivement, qui à un moment donné peuvent dire, d'ailleurs, forcément, récupère en disant, vous voyez, il y avait un malaise, ça fait longtemps, vous avez eu les gilets jaunes, tout le monde parle des gilets jaunes, que ce soit Marine Le Pen, tout à l'heure j'ai écouté Jean-Luc Mélenchon, que ce soit les syndicalistes, tout le monde dit, vous voyez bien, les gilets jaunes montraient qu'il y avait un problème. Mais on est avec quelque chose, à mon avis, totalement différent, et dans son expression, et dans la manière dont tout cela se construit aujourd'hui, on va dire, sur des mouvements de grève, de revendications sociales, donc là pour le coup d'adhésion par le biais des participations manifestations qui sont beaucoup plus à relier avec, on va dire, les traditionnels mouvements sociaux qu'on a pu connaître dans l'histoire française. Les Gilets jaunes étaient vraiment quelque chose de complètement différent, et c'est ce côté atypique qui nécessite qu'on s'y penche tout de suite. Donc voilà un peu moi les commentaires que je pouvais faire très très vite, enfin... j'irai avec moi effectivement ce prisme très spécifique qui est la question d'une crise financière, monétaire, bancaire, économique, qui à mon avis est un des terrains les plus compliqués à gérer pour le politique, que je dirais les États-Unis ont beaucoup réfléchi. Moi, il se trouve que j'avais travaillé après mon doctorat sur les réactions, mon post-doc j'avais fait aux États-Unis sur justement les réactions après la crise de 29, parce que le politique américain avait vraiment compris que là, il y avait eu quelque chose qui était extrêmement sérieux. C'est-à-dire que la société américaine avait tremblé sur ses bases après la crise de 29. Et donc, il y avait eu cette idée, comment on peut faire pour qu'elle ne se reproduise pas, et en particulier, comment travailler sur la sphère financière, économique, pour l'empêcher d'avoir une évolution qui soit une évolution pouvant conduire à la disparition complète de l'État. Moi, j'avais travaillé là-dessus dans les années 92-93, donc bien avant 2008, mais ce qui fait qu'effectivement, quand il y a 2008 qui arrive, 2007-2008, ça m'a semblé très très intéressant de voir justement qu'il y avait eu un certain nombre d'oublis, des choses absolument extraordinaires, c'est-à-dire des lois qui avaient été prises en 1933 par exemple, qui sont annulées en 1999, alors qu'elles avaient été prises pour que la crise ne revienne pas. Et vous retrouvez effectivement tout ce qui va avec le dérèglement issu d'une crise structurelle autour de, je répète, la finance, l'économie, donc banque, finance, économie, et l'État. C'est-à-dire qu'à la fin, on a une remise en cause qu'on a vue en Grèce, etc. Enfin, c'est vraiment des mécanismes qui sont, à mon avis, très très proches de ce que l'on avait vu dans les années 20, avec des prolongements politiques extrêmement graves, qui avaient été, sur lesquels on avait travaillé en se disant comment faire pour que ça ne se reproduise pas. Et c'est très très frappant de voir qu'au moment où finalement on ne fait plus attention, que hop, ça repart, et que là on se retrouve avec des mécanismes effectivement, qui sont des mécanismes, je répète d'ailleurs, pour ceux qui ont travaillé sur l'insurrection qui vient, on voit des choses qui sont quand même pas très très loin des littératures qu'on avait vues sur les extrêmes dans les années 20, avant les années 30, et qui sont restées pareil, sous-jacentes, pareil, et dans lesquelles la prise du pouvoir, le fait de lancer des insurrections contre la démocratie, était resté relativement peu, avec très très peu d'audience pendant plusieurs années, et quand la crise arrive, là tout d'un coup, cette littérature réapparaît de manière très forte. Bon, évidemment, j'imagine très très bien que quand je compare de manière implicite un peu l'insurrection qui vient et Mein Kampf, par exemple, là, je me fais des ennemis absolus avec les gens qui ont écrit l'insurrection qui vient. Mais il y avait dans les écrits, par exemple, d'Hitler, quelque chose autour de l'insurrection qui était quand même extrêmement intéressant par rapport à cette résurgence que nous avons dans notre époque. Donc ça, c'est des choses, à mon avis, très très importantes, parce qu'effectivement, nous qui travaillons sur les mécanismes de régulation du monde financier, du monde économique, etc., on doit comprendre à quel point on travaille sur des choses qui peuvent avoir une influence politique extrêmement forte, et on ne peut pas, à mon avis, considérer que on travaille dans notre coin et que finalement c'est quelque chose qui, je dirais, effectivement, peut à la fin avoir des conséquences, mais finalement n'est pas notre problème. Je pense que c'est notre problème et on doit avoir cette vision globale. Je ne sais pas, Stéphane, tu vois, j'ai été très long. Mais... Très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir dans la salle ou poser quelques questions, ou est-ce qu'on continue simplement la discussion? Moi, j'avais une remarque en tout cas. Karine, on t'écoute. Oui, j'avais une question pour savoir si ce serait possible, si c'est une église,
d'aller un tout petit peu après et de voir la partie, de faire des corrélations de type que tu as fait avec la participation au grand débat qui a été présenté comme une façon de sortir, ou en tout cas d'apporter une réponse au questionnement. C'est possible. On va le faire, oui. On l'a pas fait, mais c'est possible. Ouais, c'est ça, les données existent, et, enfin par ville, parce que j'imagine que c'est ça qui est intéressant. Complètement. D'accord. Ouais. Très bonne idée, merci beaucoup. Moi, je voulais peut-être... Il y avait quelqu'un, je crois. Moi, j'avais une question qui était autour de, notamment dans certaines régions de France, nous avons un taux de personnes qui sont tributaires des aides sociales, le RSA en particulier. Est-ce qu'on y retrouve des populations qui du coup sont des gilets jaunes ou pas? Est-ce qu'on peut voir quelle est la proportion? Parce que certaines, moi je pense surtout à la région du Vaucluse, parce que moi j'ai des amis sur la région qui m'ont expliqué qu'effectivement il y avait un noyau dur à cet endroit-là et que ça expliquait souvent effectivement le fait d'être déclassé, ou en tout cas de ne pas avoir accès à l'emploi comme nous pourrions l'avoir sur notre vie. Est-ce qu'on peut regarder la proportion entre ceux qui se déclarent comme tels et la réalité de ce que les gens vivent? Ça aussi, on peut le faire. On l'a pas fait directement, mais on le voit en fait on le voit un petit peu avec les catégories socio-professionnelles quand même. Parce qu'on a les inactifs, dans les inactifs on a les chômeurs. Là, j'ai regroupé juste pour que les graphiques soient plus courts, mais effectivement, on peut le voir avec les chômeurs. Mais on n'a pas, par exemple, les revenus ou les patrimoines évidemment des répondants. Mais on peut faire la relation. Ouais. Alors après, effectivement, en fait, on retrouve aussi beaucoup d'inactifs à Nice, par exemple, où il y a plus de retraités. Donc ça joue un petit peu, mais c'est une variable qui va jouer, mais qui, tout comme la politique d'ailleurs, explique pas non plus en fait l'ampleur du mouvement, ou en tout cas cette surreprésentation qu'on peut observer dans certaines villes du Sud. Aziz ? Moi j'avais une question sur la dimension satisfaction du service public. Oui. Il y a cette contradiction un petit peu que tu as pointée qui est de dire on veut moins d'impôts, la vie devient un peu chère, et en même temps on est dans des régions qui sont délaissées par les services publics, donc on peut y voir un genre de contradiction, c'est-à-dire moins d'impôts ou moins de services publics. Et, moi je voulais soumettre l'idée que en fait c'était pas une contradiction et que peut-être qu'il y avait juste une question de gestion, en fait, que c'était vraiment une problématique de gestion au niveau des collectivités territoriales, de dire on paye les mêmes impôts, mais on n'est pas on n'a pas la qualité de service qu'on nous doit, et que du coup, là ça entrerait encore plus dans le domaine de la chaire, qui est comment gérer l'impôt équitablement dans tout le territoire. Et que c'était, en gros, que cette crise des gilets jaunes, c'était plutôt une crise de l'équité au niveau du territoire. Je pense qu'enfin, juste, je redonne la parole à Simon, mais je crois qu'il ne faut surtout pas dire cette crise est une. Parce que là, on se trompe. Je veux dire, elle est multiple. C'est un des facteurs. Non, mais vous voyez, je crois que c'est vraiment très très important de rester très très humble par rapport à cette crise en disant, en fait, c'est parce que les impôts ne donnent pas un bon service public. Vous avez des quantités de facteurs qui, je vous dis, vont être présentés et vont être des éléments importants. Donc c'est ça qui est très très difficile d'ailleurs pour le politique, c'est que en réalité, si c'est unique, on a une réponse en disant c'est simple, il suffit de. Alors qu'à mon avis, on est dans quelque chose de beaucoup plus complexe. Je donne la parole. Oui, enfin, c'est sûr que ouais, ça rejoint. Je rejoins Philippe dessus. En fait, c'est trop compliqué pour. Ça va être trop difficile en fait d'identifier exactement ce qu'il faudrait faire ce qu'il aurait fallu faire pour éviter la crise, etc. Parce que c'est parfois même l'absence de services publics. C'est aussi, d'une manière générale, c'est le pouvoir d'achat. Donc pouvoir d'achat. Quand on pense au pouvoir d'achat, on pense à la diminution des impôts, mais on pense aussi à la redistribution. Donc c'est ce qui ressort dans les réponses. Et puis on pense d'une manière générale à toute l'aide qu'on peut avoir, donc service public ou pas. Mais il y a l'idée en fait qu'il y a c'est des considérations politiques et économiques, mais de façon beaucoup plus globale que simplement la satisfaction. D'ailleurs, en fait, la satisfaction, on l'a, et ça ressort pas vraiment.
Mais je pense que, bon, après, il faut voir, parce qu'effectivement, là, l'étude est assez modeste, puisqu'on se concentre que sur des grandes villes. Donc il faudrait voir, effectivement, sur ces zones rurales où on a moins accès aux services publics, où on n'utilise pas certains services publics qui sont dans notre enquête pour avoir une réponse plus définitive. Mais j'imagine que c'est effectivement quelque chose de beaucoup plus global que les simples services publics, contrairement à ce qu'on a pu croire naïvement, même si ça nous a permis de récupérer des données intéressantes. La question entre parenthèses des grandes villes, posant aussi la question de l'emploi en France. C'est-à-dire que le fait d'être dans des grandes villes, c'est être dans des zones dans lesquelles l'emploi est plus simple. Et évidemment, la corrélation très forte, c'est Paris, où la question du chômage, ou en tout cas la crainte de rester durablement au chômage est très clairement beaucoup plus faible que dans des petites villes, et en particulier quand on n'est pas dans les villes. Là, quand on revient toujours sur le problème du déclassement dans les territoires, on a l'impression qu'il n'y aura aucun avenir, ni pour soi, ni pour ses enfants, de manière très très durable. D'autres questions? Réactions? Non? Peut-être, si vous pouviez revenir sur la distinction que vous faisiez de façon très ferme entre le mouvement des Gilets jaunes et les mouvements sociaux actuels. Je vois bien effectivement sur la structuration de ces mouvements autour de syndicats, de revendications, etc., qu'on n'avait pas forcément dans les Gilets jaunes, mais pour autant, les enjeux semblent quand même se répondre autour de la question justement de la défense des services publics, du pouvoir d'achat, de l'avenir, etc., des générations futures, voilà. Donc il me semble que quand même sur le fond, on a beaucoup de points communs. Voilà, si vous pouviez peut-être expliciter un peu plus. Je pense que la caractéristique, justement, c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est que la caractéristique des Gilets jaunes, en fait, vous n'avez aucune mesure qui va correspondre. Vous avez un malaise, et ce malaise, en réalité, il n'y a rien qui peut correspondre à la réponse à ce malaise. Et comme dit Simon, c'est très très compliqué de dire, en fait, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que ça n'apparaisse pas. En réalité, c'est quelque chose qui couvre, je dirais, qui est d'ailleurs donc au-delà de la France, à mon avis, quelque chose qui est dans les sociétés occidentales de manière très forte. Et donc ça veut dire que le jour où ça apparaît, c'est presque déjà trop tard, et on ne sait plus comment arriver à contrer et comment faire que les populations ne ressentent plus ce malaise. Alors que quand on est dans une revendication de type celle d'aujourd'hui, on voit très très bien, alors là pour le coup on est dans une équation simple, c'est-à-dire que les syndicats disent vous retirez le projet sur les retraites, et immédiatement la rivière rentre dans son lit. C'est-à-dire que là on est dans quelque chose sur lequel on a une approche très... Alors vous allez me dire effectivement l'adhésion au problème est d'autant plus forte qu'on a un sentiment de malaise, etc., etc. Mais on est dans quelque chose dans lequel, là, on est à nouveau dans une crise sociale, entre guillemets, relativement simple. Vous voyez, c'est un texte de ce qu'on a, je répète, qu'on a connu en France à plusieurs reprises, c'est-à-dire les grandes manifestations qu'on a connues au cours des 20-30 dernières années. C'est un projet de loi, un élément qui peut être sur la question de l'information, sur la question des retraites, sur la question des services publics, donc effectivement qui tourne. Mais il suffit de retirer le projet de loi, il suffit de et paf, ça s'arrête. Alors que sur la question, ce qui a été l'aspect très très compliqué des Gilets jaunes, et de ce côté récurrent toutes les semaines, etc., en disant donc des mesures très importantes annoncées, en disant on y va, on fait des grosses dépenses et on met en face de ces revendications qu'on estime légitimes, finalement des montants élevés, et en fait on a le sentiment que non, ça n'a rien changé. Et que d'ailleurs la réaction sans arrêt, c'était il aurait fallu double, triple, etc. Effectivement, parce que le malaise est beaucoup beaucoup plus profond que, je dirais, une question de revalorisation d'une pension, une question d'augmentation du SMIC de 30%. C'est-à-dire là, on est dans quelque chose sur lequel, alors autour de la question des retraites, évidemment, ce qui peut rappeler un peu une situation comme celle-là, c'est les problématiques autour de mai 68. Hein, vous êtes dans un malaise profond, et ça revient à l'intérieur de problèmes syndicaux. Vous allez avoir Grenelle, on va dire on augmente le SMIC de temps, etc. On a telle avancée sociale, et après ça y est, la crise est finie. On n'a pas eu ça, à mon avis, sur les Gilets jaunes, et ce sera beaucoup plus compliqué. On n'aura jamais la manifestation de soutien. Enfin, vous voyez, les élections en Grande-Bretagne sont intéressantes quand même. Hein. Il va falloir regarder quelles vont être les conséquences et ce qui va se passer. Parce que vous pourriez avoir quelque chose comme ça de récupération du politique, hop, qui remet tout. Donc,
je dirais, si on comparait par rapport à la sortie de la Grande-Bretagne, il y aura des coûts énormes, sortie de l'Europe, peut-être éclatement de l'Écosse s'en va, l'Irlande s'en va, mais au fond, ça y est, tout est revenu à l'intérieur d'un système politique traditionnel qui recontrôle la chose. Je pense que là, sur la question des retraites, si par exemple on avait un recul, ou j'en sais rien, une négociation, peu importe comment on l'appelle, et tout d'un coup la paix sociale qui reviendrait, je ne pense pas que ça changerait quoi que ce soit dans le malaise sous-jacent des Gilets jaunes et dans les expressions au moment des élections que sont les votes pour les extrêmes. Qui, rappelons, il faut vraiment dire, hein, je crois vraiment que l'éclatement du vote des extrêmes et le fait que les extrêmes, au fond, même dans les programmes, même quand ils sont arrivés au second tour des élections présidentielles, n'avaient pas des vrais programmes de gouvernement, n'ont pas des vraies équipes de gouvernement, c'est-à-dire sont malgré tout toujours dans un rôle d'extrême, mais l'adhésion massive des populations à ces votes-là, c'est bien des votes qu'on appelle protestataires. Je pense que c'est probablement meilleur de dire protestataire que populiste, qui finalement peut être un fourre-tout et finalement trop facile en termes de caricature. C'est une protestation fondamentale. Et je pense qu'effectivement, là, quand on est aujourd'hui dans ces journées sociales très encadrées, avec des syndicats qui ont des approches très très claires par rapport à des textes, bon, je ne sais rien, vous voyez la question de la CFDT sur la question de l'âge pivot, c'est des choses très faciles à identifier en termes de problèmes, en disant si on enlève l'âge pivot, donc on n'est plus dans la grève. Donc, voir des syndicats qui vont être de positions plus extrêmes en disant vous retirez le projet et la grève s'arrête. C'est très clairement les positions qu'ont pris CGT ou Sud, par exemple. Donc là, on est dans quelque chose sur lequel, au fond, on est quand même dans des représentations beaucoup plus classiques de la crise sociale et de la manière dont le pouvoir et, par exemple, ici, les représentants du personnel se retrouvent en situation d'opposition. Je pense que ce qui fait la particularité des Gilets jaunes, c'est que justement, certes, tout ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que ça explique que, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a cette utilisation, cette revendication. On vient après les Gilets jaunes, vous voyez, en fait, ça continue, mais c'est pas du tout la même nature. C'est pas du tout la même nature, et je vous dis, je pense moi vraiment que, d'une façon ou d'une autre, on aura résurgence du mouvement, même après ce mouvement social. Et que si on obtient quelque chose sur la retraite ou qu'on n'obtient pas, quoi qu'il en soit, il y aura quelque chose du malaise qui se prolongera. Et donc qui fera que la question demeurera et ressortira à un moment donné. C'est quand même de toute façon quelque chose d'assez remarquable aussi de voir ça. Ça, pour le coup, je pense que du point de vue syndical et même du point de vue mondial, on a eu pas mal de commentaires autour de ça. C'est cette approche de révolution hebdomadaire. Vous voyez, normalement, l'insurrection, c'est quelque chose qui est un mouvement prolongé, qui s'arrête. Enfin, là, il y a eu quelque chose de vraiment étonnant, c'est-à-dire cette sorte de retour de l'insurrection et de retour au calme le soir même. C'est aussi quelque chose qui, du point de vue syndical, n'est pas du tout habituel. Enfin, même sur les grèves perlées ou des choses comme ça, on a bien vu sur la SNCF, il y a un peu cette idée de dire comment on peut avoir quelque chose qui, au fond, reprendrait un peu un principe un peu similaire, mais c'est quelque chose là aussi qui montre son côté totalement atypique par rapport aux révoltes sociales traditionnelles. Donc c'est pour ça que je fais vraiment la différence. Je ne sais pas ce que tu en penses, Simon. Oui, puis pour ajouter, il y a un refus d'être représenté aussi des Gilets jaunes. Donc, vu le soutien qu'ils avaient, ils auraient probablement pu élire plusieurs députés européens, ils n'ont pas voulu. Il y avait aussi une certaine défiance, en tout cas à l'origine du mouvement, contre les corps intermédiaires, donc y compris les syndicats. Voilà. Donc, même si effectivement il y a une convergence, alors il n'y a pas vraiment une convergence des luttes, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut manifester, etc. Il y a un refus de représentation des Gilets jaunes, justement parce que ça couvre pas une question en particulier ou un statut en particulier. Les statuts ne sont pas les mêmes. On a aussi beaucoup de Gilets jaunes en fait, qui sont représentatifs de professions non syndiquées, donc chauffeurs-livreurs, etc. Voilà, donc c'est un petit peu, c'est assez différent les types de mouvements sont très différents, et puis il y a surtout ce refus de représentation, et donc finalement d'aller à la table des négociations quelque part. Oui, je pense même, je pense que c'est, vous voyez, et vraiment en essayant de le présenter de la façon la plus neutre, c'est pas positif ou négatif, mais je pense pas que c'est un refus, c'est même plus qu'un refus de représentation. C'est-à-dire, la représentation ne me représente pas en fait. C'est-à-dire, on est dans une diversité telle qu'à chaque fois, quand vous avez eu des gens qui ont dit on va faire des listes sur les européennes, etc., à chaque fois, il y a eu contestation. Mais non, tu ne représentes pas mon malaise.
Et parce que le malaise, là, il est vraiment global. C'est pour ça que je vous dis, à mon avis, c'est quelque chose qui va très très profond dans la remise en cause du système. Et à mon sens, la question de la crise derrière est très très importante. C'est-à-dire que là, on ne peut pas dire, voilà, on va présenter un programme qui va permettre de répondre à ton malaise. Non, non, tu réponds à quelques points, mais mon malaise est beaucoup plus important que ça. Et je crois que je vous dis, et c'est d'ailleurs toute la difficulté qu'on voit en Italie, c'est que c'est même après compliqué de voir le pouvoir politique. Parce que même le pouvoir politique ne vous permet pas, enfin vous oblige sans arrêt, soit à hiérarchiser les malaises, soit à répondre à certains et pas à d'autres, et donc immédiatement à se couper d'une grande partie de ceux qui vous ont apporté ou vous ont poussé au pouvoir. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose effectivement qui est très très complexe, dangereux pour une démocratie, pour un système organisé, parce que là, effectivement, vous avez quelque chose sur lequel il est très très compliqué d'apporter une réponse. Donc en fait, vous avez cette adhésion globale qu'on voit, cette adhésion multiple, parce que c'est tous les gens qui vont pas bien qui disent « je suis d'accord avec les Gilets jaunes ». Je suis d'accord avec la manière dont on va exprimer notre mécontentement pour qu'on nous entende. Et je vous dis, je crois que vraiment à chaque fois, cette idée, ça a été, quand je disais tout à l'heure la question de la violence quand elle était arrivée, c'est dire, mais s'il n'y a pas d'autre solution pour qu'on nous entende, il faut en passer par là. Et donc, mais qu'on vous entende pourquoi, et qu'on va pas bien. Vous voyez, c'est pas dire, oui, mais alors il faudrait, qu'est-ce que vous voulez, quoi? Non, je veux que vous entendiez que je vais pas bien. Ce qui est, je répète, quelque chose de compliqué, parce que justement, c'est pas, en fait, c'est pas une demande d'action, c'est une reconnaissance d'un malaise. Et ça, c'est dans une société, quand on en arrive à une situation comme ça, c'est à mon avis effectivement quelque chose qui est très 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 délicat et qui explique pourquoi, je pense, le monde politique, syndical, on va dire, les structures de la société sont extrêmement embarrassées, pour ne pas dire angoissées, par ce malaise qui tout d'un coup s'exprime. Alors que, répétons-le, depuis des années, les votes l'exprimaient, ou l'absence de vote. Ce que tu disais sur l'abstention est très intéressant aussi. Le fait justement de dire non, mais il n'y a personne qui n'arrive à comprendre ou à intégrer, je ne me reconnais dans personne. C'est quelque chose effectivement qui est... je vous dis, je répète vraiment, moi pour avoir travaillé sur la crise de 29, c'était très très intéressant de voir par exemple tous les gens qui étaient sur les routes, les raisins de la colère, vous voyez, qu'on voit très très bien, les gens qui n'avaient plus d'habitat, qui n'avaient plus rien, ils se reconnaissaient en personne. Et ils avaient l'impression d'être totalement abandonnés, en disant, mais en fait, on est dans le degré zéro de la civilisation. Et ce qu'on a... ce que effectivement les artistes ont voulu représenter, en disant, voilà. Alors, je vous dis, je crois qu'on est un peu quand même avec un certain nombre de ces mécanismes qui vont supposer beaucoup de temps, une grosse réflexion, à mon avis, de terrain. Et là, pour le coup, la question de l'intervention de l'État, le service public, mais à mon avis, va au-delà même, cette question d'écoute, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses derrière qui sont, à mon avis, des mouvements... Là aussi, la réponse sera très profonde, très longue. Et pour le coup, je crois que justement, les premières réponses qu'on peut donner ne doivent surtout pas laisser penser qu'on a résolu le problème. Et là, pour le coup, la question de la grève sur les retraites est une vision, à mon avis, beaucoup trop étroite par rapport à ce qu'il peut y avoir derrière, on va dire, le malaise qui a provoqué le mouvement des Gilets jaunes. Moi, j'aime bien ta comparaison avec la crise de 29, et en même temps, j'ai l'impression qu'on est dans une situation radicalement différente. C'est-à-dire qu'il y a le projet européen, il y a un PIB par tête qui a chuté après la crise de 29, mais on n'est pas dans une situation d'extrême pauvreté. Si on regarde les indicateurs, c'est pas si mal que ça. Donc je pense qu'il y a aussi, et vous l'avez dit, cette dichotomie entre Paris et le reste de la France, notamment tout le milieu rural, où il y a ce sentiment de malaise qu'on a du mal peut-être à comprendre de Paris. Enfin, justement, regardez des statistiques, des grandes métropoles aussi. Oui, des grandes métropoles, mais celles du Sud apparemment sont quand même très impactées par le mouvement des Gilets jaunes. Et donc il y a ce malaise où je pense qu'on est d'accord, qu'on a du mal à cerner parce qu'on a du mal à comprendre, ou en tout cas à comprendre la source unique ou la source principale. Et donc ça pose la question de savoir comment on y répond. Et comment on y répond, visiblement vous n'avez pas
réponse ce soir. Je suis pas sûr que. Oui, mais c'est bien là où est le problème, et c'est là où finalement ça risque de reparaître et qu'on risque d'avoir encore une session sur les gilets jaunes année 2. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir à plus de redistribution encore, ou une redistribution un peu différente. Il faut avoir une fiscalité un peu différente, vraiment progressive. Il faut investir beaucoup plus dans les territoires et donc dans les services publics, ou peut-être offrir plus de perspectives à des personnes qui ont l'impression, à tort ou à raison, quelquefois à raison bien évidemment, mais pas toujours, de ne plus en avoir. C'est vraiment pas simple. Oui, tu vois, si moi je réagis par rapport à ça, là pour le coup, c'est aussi avec... alors d'abord sur ton truc sur 29, oui bien sûr, il y a toujours plein de différences. Sinon c'est la guerre, c'est un autre moyen de remettre à plat. Non mais bien sûr, mais la guerre... Le malaise passe. Mais... Non mais la guerre, je veux dire, quand on regarde, on est 10 ans après le début de la crise, aujourd'hui la guerre, le terme même fait que vous bougez un tout petit peu sur vos sièges. Parce que tu as le sentiment quand même que c'est une éventualité qui à 10-15 ans on n'aurait pas pensé. Je veux dire, on a véritablement une augmentation de l'armement un peu partout, on a vraiment des choses sensibles, et on a effectivement des tensions géopolitiques qui sont des tensions géopolitiques qui n'existaient plus, on va dire, depuis la guerre froide. Donc, il y a cette structure-là. Je pense vraiment, quand je te disais sur la similitude, moi qui m'avait beaucoup frappé, c'était quand tu as une crise très profonde économique, financière et bancaire, en réalité, tu as vraiment une remise en cause très profonde des élites aussi. C'est ça, à mon avis, qui est l'élément le plus intéressant. C'est le fait de dire, le système, je ne comprends pas, mais normalement, il y a des gens en haut qui l'ont fait pour qu'il fonctionne. Il ne fonctionne pas bien, on a eu bien... Mais quand tout d'un coup, j'ai l'impression qu'eux-mêmes, ils comprennent plus ce qui se passe, que le dysfonctionnement, en fait, il n'y a personne qui maîtrise, là, c'est là où tu commences à avoir le dérapage complet. C'est ça, à mon avis, qui est très intéressant. Et d'ailleurs, hein, vraiment, quand on revient sur les conséquences de la crise de 29, et je répète, la montée des extrêmes, notamment dans les pays européens, tu avais la remise en cause du système financier. Le fait qu'on disait, mais oui, mais en fait, le système, il a strictement aucune logique, aucune stratégie, il était juste sur du profit à court terme, etc. Tout ça, tous ces éléments qui sont exactement les éléments qu'on a retrouvés et qui sont à la base d'un malaise. Donc, là, quand tu évoquais les manières de répondre, c'est-à-dire les problèmes du déclassement, c'est-à-dire la question de la redistribution, etc., sachant que là, pour le coup, là, je prends ma casquette ancien membre du Haut Conseil des finances publiques, sachant qu'on doit bien avoir conscience que la France risque d'avoir de moins en moins de marge de manœuvre, et que ça risque de s'accélérer très très vite, parce qu'il suffirait de tensions sur les taux d'intérêt pour qu'on se retrouve avec une crise majeure sur la zone euro, avec la France comme épicentre. Et ça, on n'est pas loin de ça du tout. On est avec un taux de prélèvement obligatoire qui est le plus haut du monde. Il y a zéro possibilité de ce point de vue. On a des niveaux de dépenses publiques qu'on n'a jamais eu jusqu'à maintenant. Donc on est avec un certain nombre d'éléments sur lesquels, quand on est en train de dire on fait quoi, on se rend compte qu'en fait, et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est de voir autour des gilets jaunes les successions en disant mais il faut prélever davantage d'impôts sur les grandes sociétés, etc. C'est très intéressant parce que les grandes sociétés, elles font où leur profit aujourd'hui? Elles le font d'abord sur les zones non européennes. Elles le font notamment sur les zones asiatiques où elles sont très présentes, où il y a la croissance forte, etc. Et donc là, on est avec des choses aussi où on retrouve la question de... C'est par ailleurs que je dois avoir des solutions, et donc en réalité, le constat à la fin que les possibilités sont extrêmement réduites en termes de réponse immédiate. En termes de réponse immédiate, je parle. Hein, et donc moi, c'est pour ça que je suis préoccupé depuis très très longtemps par ce risque associé à la dette, et au cas spécifiquement français, hein, donc le fait qu'on n'ait pas réduit la dette, enfin, quand je disais gilets jaunes s'y projetaient là, ça me fera beaucoup. C'est-à-dire ces deux pays dans lesquels il y a zéro latitude et un très gros danger associé à la manière dont on a géré les finances publiques auparavant. Alors ça n'empêche pas d'avoir Alternative für Deutschland qui monte, qui provient à mon avis plus d'un problème d'immigration que d'un problème de remise en cause. C'est pas forcément le service public, c'est la structure de l'État à mon avis, hein. C'est sur la légitimité, la manière dont fonctionne l'État, qui sont des éléments, pour le coup, je pense là, très très dangereux et très inquiétants. Je pense que sincèrement, l'une des grandes questions fondamentales par rapport à ce qu'on évoquait sur la question des classements, etc., c'est-à-dire c'est quoi la stratégie future? C'est quoi l'avenir? C'est quoi la stratégie des pouvoirs publics par rapport aux grands défis? Et évidemment, avec une question qui renvoie une autre chaire de l'IAE, hein, qui est la chaire Finagri, c'est-à-dire la question du dérèglement environnemental, des questions d'investissement, de ce que l'on doit faire. C'est quoi la finalité de ceux qui nous dirigent par rapport à ça? C'est quoi la stratégie? Comment ils intègrent les différentes populations? Comment on fait qu'il y ait des gens qui ne restent pas sur le bord du chemin, etc. C'est-à-dire, est-ce que vous avez le big picture de là où on va?
Et là, toujours pareil, les périodes de crise te conduisent à plus avoir de logique stratégique du tout. Et c'est tout le problème, comme tu parles d'il y a l'Europe, oui, mais l'une des grandes remises en question de l'Europe, c'est ça, c'est en disant, c'est quoi la stratégie? En fait, on va où exactement? À part un mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement, pourrait-on dire, un peu centré sur lui-même, on ne comprend pas là où on va. Et je pense que ça, c'est vraiment aussi des questions, et je répète, enfin, je ne sais plus si la vidéo est toujours accessible sur le web, parce que je pense qu'elle a peut-être été retirée, mais c'était, quand je me souviens, cette discussion avec vraiment, il y avait au moins 200 ou 300 personnes, le retour, et au fur et à mesure, il y avait de plus en plus cette question qui remontait. En disant, mais oui, mais pourquoi? C'est quoi le but? On va où? Vous connaissez telle politique? Ils savent vraiment où ils vont. C'était ça, la question sans cesse qui remontait. Et donc je pense que quand tu dis c'est quoi la manière de répondre à cette crise, évidemment il y a des questions immédiates, c'est-à-dire les problèmes de déclassement et les sentiments de déclassement associés à des questions économiques très fortes, comme j'évoquais tout à l'heure, le coût du logement, l'éloignement le problème du temps de transport, le problème de tout ce qui va avec, c'est-à-dire la manière dont on prend en charge les enfants. Donc quand tu disais tout à l'heure la représentation des femmes, on est très très clairement avec un lien fort entre le déclassement et notamment la femme, dont on a beaucoup parlé du point de vue politique, la femme seule qui élève ses enfants. Donc qui se retrouve avec en réalité tous les problèmes en même temps et un sentiment de déclassement très fort. C'est pas étonnant qu'on retrouve ça très fortement dans la question Gilets jaunes. Donc on a ces réponses-là, mais on a aussi de toute façon, à mon avis, ce qui est absolument capital, l'idée de retrouver une vision stratégique. On va où exactement? C'est quoi votre finalité? Et ce qu'on voit à travers toutes les grandes élections, et je répète toujours par rapport à la reprise en main, entre guillemets, de la population anglaise au travers de la question Brexit et Boris Johnson, donc on est vraiment dedans là, donc c'est un tout petit peu tôt pour en parler, mais ce qui est sorti des élections cette semaine, c'est que la population britannique a le sentiment d'avoir un leader qui tout d'un coup, bon, il vaut ce qu'il vaut, mais on a l'impression qu'il sait où il va. Et en plus, il est cool, etc. Il y va très clairement. Et hop, on voit une adhésion, alors que si vous regardez les sondages, etc., c'est à nouveau une énorme surprise. On ne s'attendait pas du tout à ce vote massif. À chaque fois, du point de vue britannique, on est très surpris. On ne s'attendait pas du tout à cet appui, même on était plutôt même dans des hypothèses, soit ce serait pas de majorité, soit voire même les travaillistes. Alors les travaillistes sont totalement laminés. Ce qui veut dire qu'il y a eu une prime à quelque chose. Je pense que la prime à quelque chose, ça a été la prime à enfin avoir quelqu'un qui a une stratégie. Et ça, tu vois, par rapport, à mon avis, à la réponse, ça revient à la remise en cause des élites, ce problème des crises, où on est en réalité en train de répondre très très court terme, comment on fait pour pas sombrer, comment on fait pour juste pas avoir une explosion du système. Les gens vous disent, mais enfin, vraiment, il y avait un risque d'explosion du système. En fait, comment c'est possible ça? On dit, écoutez, taisez-vous, on est juste en train d'essayer de gérer le problème. Ça, c'est la pire des situations. C'est ça qui amène, à mon avis, les plus graves déconsidérations par rapport aux dirigeants. Donc, tu vois, quand tu dis, c'est quoi la réponse? Je pense qu'il y a cette réponse très, très forte à apporter. Et qui peut provenir des extrêmes, la vision stratégique. C'est ce que tu disais, c'est ce que tu disais avec le cas anglais. Oui, je ne sais pas si tu peux ranger Boris Johnson dans les extrêmes. Oui, enfin bon. Oui, non, mais pas loin peut-être. Mais la force des démocraties pour le moment, c'est que les extrêmes n'ont pas proposé en fait quelque chose. Ce qu'on a très bien vu dans les élections françaises, ce qu'on voit, je pense qu'effectivement, ce qui a été fort, justement, ce que je disais tout à l'heure, typiquement dans le Rassemblement national, c'est pour le moment, on ne sait pas comment les choses évoluent, mais c'est à mon avis pour le moment pas un parti de gouvernement. On voit très clairement qu'il n'y a pas... déjà, on a eu le problème de la dirigeante, avec sa remise en question qui devient de plus en plus forte, encore il y a quelques jours, mais surtout, on ne voit pas un gouvernement, il n'y a pas des gens qui peuvent prendre des postes qui sont donc avec une stratégie possible, quelle qu'elle soit. Et je pense que les extrêmes, pour le moment, ont été, comme les Gilets jaunes, représentatifs d'un malaise, mais pour le moment, avec, pourrait-on dire Dieu merci peut-être, c'est ce que je pense moi à titre personnel, mais là c'est tout à fait personnel, mais pour le moment, aucune vraie stratégie. Et je dirais, le cas de la France, avec la stratégie qui avait été celle développée par le Front National de l'époque et le Rassemblement National d'après, c'est-à-dire sortir de l'euro et quitter l'Europe, c'est avéré quelque chose d'extrêmement complexe du point de vue économique et du point de vue de mise en œuvre, sur lequel le grand débat, le débat dans l'entre-deux tours, a mis en évidence le fait qu'il n'y avait rien de prêt.
bon, c'est l'avantage des deux tours, parce que probablement que sur la question du Brexit, on aurait pu avoir ces mêmes interrogations. C'est-à-dire, non, mais concrètement, on fait quoi? Là, comme c'était un vote sur une journée, on s'est rendu compte après qu'en fait, il n'y avait rien de prêt. Hein, et donc, par conséquent, le programme extrême peut être un endroit où je manifeste mon malaise, mais où je ne vois pas véritablement une stratégie alternative. Et ça, c'est effectivement, à mon avis, quelque chose encore d'important par rapport à nos pays. On a vu, par rapport à Trump, par exemple, que là, il y avait quelque chose de beaucoup plus réponse stratégique qui peut conduire à être réélu. Hein, donc, en disant, la stratégie, il l'applique, donc là, il y a... Bon, a priori, il a compris, lui, ce qu'il fallait faire. Donc, c'est vrai que souvent après des crises financières, on a en fait une montée des extrêmes, mais 10 ans après, parce que dans le court terme, en fait, on gère la crise. ouais, c'est ça. Et en fait, c'est quand tout commence à aller mieux, que le PIB remonte, etc., que les gens sont plus riches, ils commencent à manifester. Et d'ailleurs, pour les guerres aussi, hein, en principe, à part la Seconde Guerre mondiale, toutes les guerres se passent en période de prospérité, parce que c'est en prospérité qu'on attaque, et quand on est en crise, en fait, on se concentre sur des problèmes internes. Donc là, c'est ce qu'on observe un peu partout, mais alors, aussi la question qui se pose, c'est est-ce que la réponse des gouvernements en 2007-2008 était appropriée, voilà. Contrairement à celle de 1929, où on a une réponse en fait aux États-Unis qui est, a priori en tout cas, appropriée, avec qui reste en tout cas alors qui a peut-être été mal appliquée ensuite dans des périodes de prospérité, mais qui une relance en fait qui est appropriée en 1929. Voilà, alors après, effectivement, il y a le gros problème de la défiance envers le gouvernement et de la capacité des partis extrêmes à drainer tous ces votes abstentionnistes ou vote blanc, vote nul, voilà, qui pourraient effectivement les amener au pouvoir. Et évidemment, en plus, je pense que beaucoup de gens en fait, pourraient voter sur des partis extrêmes dans une élection présidentielle type 2022 en se disant bon, bah, il faut qu'à un moment on ait un parti extrême pour reprendre à zéro et avoir une élite politique un peu plus responsable ou qui nous correspond mieux, etc. À suivre. Oui, le problème français étant que Emmanuel Macron l'a souvent dit, en privé comme en public, mais en privé il le dit souvent, en disant que il a été, au fond, lui, une sorte de conséquence d'un vote d'extrême, en disant ça montre, voilà, de renouvellement, mais quelque chose de fort, hein, c'est-à-dire de remise en question de tous les partis de gouvernement traditionnels. Hein, et donc là, on a tiré cette cartouche-là, d'une cartouche démocratique, d'une remise en cause du système. Et là, évidemment, on peut en douter qu'il n'y en ait pas d'autres. C'est un peu comme Barack Obama et Donald Trump. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, en fait, après, on a une réponse aussi des partis opposés. Donc là, c'est probablement Elizabeth Warren qui va être face à Trump et qui, en fait, dans un second tour, n'a aucune chance de gagner contre Trump parce qu'elle est trop à gauche pour les États-Unis. Oui, comme Corbyn, d'ailleurs, était trop à gauche en Angleterre. Hein, c'était aussi mais on va dire peut-être effectivement, je ne sais pas si on peut comparer les deux, on verra. Mais donc voilà, oui, c'est des questions. On voit d'ailleurs que nous, en économie, on a forcément un lien avec le politique, hein, d'ailleurs. Hein, et je pense que dans un sens comme dans l'autre, on doit intégrer. Bon, d'abord, l'économie, évidemment, n'est pas tout, parce qu'à un moment donné, les gens ne sont pas simplement sur des questions économiques. La question politique, c'est au-dessus. Mais que de l'autre côté, quand on travaille sur des questions économiques et financières, il faut vraiment qu'on appuie ou qu'on apporte un certain nombre de réflexions aux politiques. C'est absolument capital qu'on ne reste pas à l'intérieur d'une sphère fermée dans des moments aussi importants du point de vue historique. Écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on va clore la discussion maintenant. Donc, il me reste à remercier nos deux intervenants. Vous avez la note qui est à disposition dans la salle, dans le fond de la salle, sur une des tables. Et puis, du coup, si vous ne revenez pas à nos autres manifestations, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la deuxième présentation de l'Observatoire des services publics, où j'espère qu'il n'y aura plus de questions concernant les Gilets jaunes et qu'on aura une véritable stratégie dans ce pays qui permettra de réduire le malaise dont on a parlé ce soir. Voilà, merci beaucoup à tous.